programme culturel du mois de novembre. Alors, juste pour votre info, le programme culturel du mois de décembre sera inclus dans un des Vlogmas. Surprise. Vous verrez bien lequel. Si vous êtes un habitué de la chaîne et que vous savez que le programme culturel tombe généralement au milieu du mois, vous comprendrez lequel sera affilié au prochain culturel. Alors je dois avouer que le point culturel du mois de décembre sera sûrement très léger parce que en gros entre la mi-novembre et la mi-décembre je n'ai prévu que 2 séries, peut-être 3 mais je suis pas sûre, mais 2 séries sûres et peut-être un documentaire ou un film, je ne sais pas, mais en tous les cas voilà, il y aura très léger, donc ça rentrera très bien dans les Vlogmas. Alors, mais là, nous sommes toujours au programme culturel de novembre. Hein. Lisa, ne t'emballe pas sur les... Sur les quoi d'abord? Bah, sur les Vlogmas, hein, on est bien d'accord. Alors, au programme du programme culturel, c'est le cas de dire... Ah, c'est un peu le bordel, j'ai pas pris le café, c'est normal. 3 séries, 2 documentaires et un livre. Alors, je voulais juste faire un petit point très rapide sur le challenge que je me suis décidé de faire au mois d'octobre, qui m'a pris tout le mois d'octobre. En fait, les années précédentes, l'artiste Florivine avait organisé le Créatobre, qui était en fait le but était de dessiner tous les jours, maximum un quart d'heure, pour pouvoir produire ce qu'on avait envie de mettre dans notre dessin. Donc cette année, elle ne l'a pas refait, mais moi j'avais tellement aimé dessiner tous les jours, sans contrainte, mais tous les jours, entre 2 minutes et 15 minutes, selon ce que j'avais décidé de faire comme dessin, que je l'ai refait. Voilà. Alors, j'ai mis ça dans le drive, j'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. J'ai rassemblé tous les dessins que j'ai faits. Je crois que j'ai mis les dessins de l'année dernière et de celui-là, mais j'ai mis principalement celui-là. Donc voilà, si vous les avez pas vus passer sur les stories Insta, ben vous aurez peut-être l'occasion de voir mes mochetés. Mais en tous les cas, je me suis beaucoup amusée à le faire et je pense que l'année prochaine, je renouvellerai l'expérience parce que honnêtement, c'est un bonheur quotidien. Alors évidemment, j'aurais été moins une douille. Je serais allée chercher mon carton à dessin. Oui, mais bon, hein, voilà, vous l'avez sur un PDF, ça se voit, c'est joli, c'est... oui, c'est joli, enfin c'est joli pour moi, donc voilà, c'est Créatobre, ça s'appelle. Donc si l'année prochaine, au mois d'octobre, 1er octobre et jusqu'au 31, vous voulez dessiner et vous dire, tiens Elisa, on va faire ça, bah, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Alors on va commencer par les séries. J'ai vu 3 séries, enfin... Je rappelle, hein, le programme culturel, c'est vraiment mes favoris entre les 2 mois, c'est-à-dire généralement du 15 au 15. Je vais peut-être décaler, j'y ai pensé, je vais peut-être décaler le programme culturel à la fin du mois, à partir de janvier, pour vraiment faire mes favoris du mois, parce que bah, de partir moitié-moitié, c'est un peu compliqué, enfin en tous les cas pour moi. De me rappeler ce que j'ai vu entre les 2 dates, mais voilà, j'avais commencé en milieu de mois et donc c'était, voilà, j'ai suivi mon programme. Alors, des 3 séries que j'ai bien aimées, qui sont parmi mes favorites, il y en a une c'est un coup de cœur, l'autre c'est sur la lancée du coup de cœur de la saison 1, et l'autre j'ai carrément bouffé 2 saisons en une semaine. Oui, si. Alors, on va commencer par celle que j'ai bouffée en une semaine, 2 saisons, qui s'appelle Téhéran, qui est sur Apple Télé, si je ne m'abuse. Si je ne m'oublie pas, vous savez que les vieux, c'est pas toujours fiable. Alors, Téhéran, c'est l'histoire, en fait, d'un agent du Mossad qui est une jeune femme, Tamar, qui va se retrouver sous couverture en Iran parce que son but n'est autre que de déjouer les plans. Alors sur les 2 saisons, il y a 2 thématiques différentes. La première, c'est qu'elle doit s'infiltrer dans une usine électrique pour couper l'alimentation sur la capitale de l'Iran, pour pouvoir faire en sorte que
des avions de chasse israéliens puissent pénétrer sur le territoire sans se faire descendre, on est bien d'accord, et attaquer certains points stratégiques. Et sur le deuxième, c'est plus le côté nucléaire qui va y aller. Alors évidemment, vous allez vous dire, oui, bon... Alors il faut savoir que l'héroïne est censée... Enfin, est d'origine iranienne, dont les parents ont émigré vers Israël parce qu'ils sont juifs et qu'ils ont été persécutés à l'arrivée des mollahs. Et donc elle est israélienne, mais elle a été élevée dans sa famille avec la culture iranienne pour une partie. D'ailleurs, très bien, son père l'explique très bien en disant on a un œil vers Jérusalem et un œil vers Ispahan. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle est. Alors évidemment, elle arrive, je vous passe le comment elle débarque sans se faire remarquer. Alors la scène d'intro, enfin la scène d'intro à l'aéroport, et dans l'avion et dans l'aéroport, il y a plusieurs personnages qui interviennent. Ça vous pose tout de suite la série. C'est-à-dire, alors déjà c'est une série israélienne, hein, ils sont quand même pas mauvais pour taper sur ce qui va et ce qui va pas chez eux. Ça vous pose le truc, c'est-à-dire ça vous pose le côté anxiogène de la série, du fait que effectivement vous vous retrouvez en milieu un peu hostile, hein, enfin plus qu'hostile hein, là. Et alors toute la série, enfin les 2 saisons se tiennent très bien. Il n'y a pas de problème majeur. Il y a des sous-intrigues et des sous-problèmes avec plusieurs agents. Notamment elle qui avait contacté un hacker iranien. On voit bien la jeunesse iranienne qui décide, enfin, qui ne veut pas se plier au diktat des gardiens de la révolution. Et d'autres oui. On voit la corruption à tous les niveaux et un peu tout. Donc c'est vraiment bien foutu sur ce point-là. Il y a évidemment une histoire d'amour entre l'agent du Mossad et le jeune hacker iranien. Mais ça choque même pas. Parce que on a bien compris qu'il flirtouillait des gens en ligne, alors voilà. Le seul truc que je reproche à la série, mais dès le début, c'est que l'agent, donc cette jeune femme, est quand même trop visible. Voilà. Alors quand on voit comment ça se passe dans certaines scènes et quand on sait à peu près combien ça se passe en Iran, elle est visible hein, la gosse, hein, à 3 km. Alors d'accord, elle parle farsi sans accent et elle se fond dans la population parce que en fait en gros elle est quand même d'origine iranienne et donc elle sait comment gérer ça. Mais elle est visible, hein. Elle est visible. Il y a une manifestation à un moment donné où c'est même pas crédible qu'on l'ait pas arrêtée ou qu'elle se soit pas fait remarquer. Voilà. Mais même s'il y a des petites invraisemblances, même s'il y a des petites facilités, même si 2-3 fois il y a des clichés où il y a des grosses ficelles qu'on voit arriver, ça passe bien parce que en gros c'est tellement nerveux, vif et que les intrigues sont bien ficelées. Il n'y a pas de manichéisme, hein. C'est pas des gentils, il n'y a pas les méchants. Des deux côtés, on est des gros cons ou on a des gentils. Voilà. Alors, voilà, c'est le principe aussi des séries israéliennes, c'est que ils n'hésitent pas à montrer des salauds dans leur camp aussi. C'est pas nous on est les blancs comme neige, eux c'est des enfoirés. Vous voyez ce que je veux dire. Alors deuxième saison, il y a Glenn Close qui joue un agent infiltré depuis très longtemps en Iran, etc. Ça ajoute un cachet, on est bien d'accord. Hein, voilà. Alors, la fin de la saison 2 laisse augurer une 3. Enfin, ou alors s'ils n'ont pas fait la 3, c'est qu'ils avaient plus le budget. Parce que la dernière scène est tellement ouverte que ça peut pas ne pas être le 3. Voilà, je pense qu'il y a un 3. Voilà. Alors moi j'ai bien aimé. Moi je me suis laissée prendre à cette histoire. Je vous dis, malgré le fait qu'il y avait quelques petites invraisemblances, peu de crédibilité, des facilités, machin comme ça, mais ça passe tellement bien. Alors par contre, voyez-le en VO. Parce que ce mélange de anglais, farsi, hébreu, etc., c'est fabuleux. Le seul petit truc qui m'a gêné, vraiment, c'est qu'ils font parler les juifs iraniens, enfin en tous les cas ceux qui sont d'origine iranienne et qui sont en Israël, ils les font parler à anglais entre eux. C'est un peu comme,
pour vous donner un exemple, c'est ça qui m'a choqué parce que tout le monde, soit les Iraniens parlent farsi, les autres parlent hébreu, ceux qui ne parlent ni l'un ni l'autre ils parlent anglais, ça jusque-là on est d'accord, mais c'est comme si par exemple, exemple facile, un juif français partirait vivre en Israël, rencontrerait un français et lui parlerait en anglais. Et là vous vous dites pourquoi tu lui parles pas en français ? Vous voyez le truc, voilà, donc c'est ça qui m'a... Je me suis dit, mais pourquoi il leur fait parler en anglais ils ont une langue commune, pourquoi ils se parlent pas en langue commune? Voilà, c'est le seul point où je me suis dit, non, là, déconnez pas, les mecs, ça fait gros. Voilà, mais sinon, Téhéran, c'est vraiment une bonne série, il y a 2 saisons, je vous dis pour l'instant, donc on verra bien ce qu'il y aura à la 3e. Deuxième série que j'ai vue, je vais y passer très vite parce que, à part vous dire que c'est génial, pas quoi vous dire d'autre, c'est la 2e saison de Loki. Je vous en ai parlé de la première saison il n'y a pas très longtemps en vous disant que j'avais été une grosse daube de ne pas aller voir Loki plus tôt. La 2e part pareil, c'est-à-dire que c'est véritablement loufoque, du grand n'importe quoi, mais quelquefois assez bien carré pour vous déstabiliser parce que c'est tellement carré que vous vous dites mais c'est pas possible, voilà. Alors là Loki se retrouve à devoir, suite à la saison 1, mais je peux pas vous raconter ce qui s'est passé à la fin de la saison 1 sinon vous gâchez le truc, il se retrouve à volontairement aider l'entité, là, le truc TVA qui était l'organisme qui contrôlait la timeline, le temps, à vouloir aider cette fameuse entité, alors qu'il avait juste envie, première saison, de lui exploser la tronche. Mais voilà, il se retrouve confronté à plusieurs personnalités de lui-même et tout. Alors il y a des sauts dans le temps, il y a des revers de situation, il y a des moments où il est complètement à l'ouest, dépassé par tous les événements et de tous les côtés. Mais visiblement, les acteurs s'en donnent, mais à cœur joie. Mais vraiment, en fait, ils s'amusent, ils ont l'air de tellement s'amuser et s'investir dans leur rôle que ça en devient jouissif de les voir à l'écran le long de tous les épisodes. Voilà, moi j'ai passé une 2e saison encore autant à soupirer de bonheur à chaque fois que ça apparaissait à l'écran. Voilà, donc Loki saison 2, je vous dis c'est rapide mais je peux pas vous dire autre chose que c'est absolument génial et qu'il faut absolument que vous alliez voir. Alors évidemment, si vous êtes allergique à l'univers Marvel, alors moi je suis un peu allergique à Marvel, hein, je dois dire. Je suis en train de me demander si Téhéran c'est sur Apple Télé ou Disney. Non, c'est sur Apple Télé. Loki c'est sur Disney. Honnêtement, moi je suis pas une fan de Marvel. Mais Loki, comme je l'avais dit, c'est quand même un des rares personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par le côté un peu barré, capricieux, tête à claque, etc. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est du Loki pur jus, mais dans un univers incroyable. Les décors sont superbes. La plupart du temps, c'est des choses qui sont créé de toutes pièces et c'est expliqué que c'est créé, que c'est reconstitué et tout, mais c'est tellement sublime, voilà. Et je vous dis, c'est pied au plancher, il y a des moments où il y a de l'émotion et vous êtes là, voilà. Mais franchement Loki saison 2 c'est sur la lancée de la une et c'est vraiment l'entité quoi, voilà. Et le dernier si je l'ai vu il y a pas très longtemps sur Arte. Arte qui a toujours des très bonnes séries, toujours exceptionnelles, souvent. Là, c'est une série française qui s'appelle Polar Park. Je rigole parce que c'est grandiose. Alors, en gros, c'est l'histoire d'un auteur de polar français qui fait du polar low cost, mais qui a son public, qui a ses fans. Mais lui, il est en panne d'inspiration, donc en ce moment, il est un peu dans la pente descendante. Et il va recevoir une missive d'un moine qui est dans un monastère de Mout, donc le village le plus froid de France, dans le Jura. Et donc il va venir voir parce qu'il veut avoir des renseignements sur sa mère. Et ce moine, en fait, lui dit qu'il a des infos sur sa mère. Donc ce mec débarque dans ce village paumé, où il se passe généralement absolument rien.
Mais le jour où ils débarquent, ils vont trouver des morceaux d'êtres humains dans le Polar Park, donc. Et évidemment, les gendarmes vont commencer à enquêter. Et il va se mêler de l'enquête, alors qu'il ne devrait pas se mêler de l'enquête. Simplement, l'enquête lui est assez vite familière dans le sens où le tueur, en tous les cas le serial killer, parce qu'il n'y avait pas à avoir qu'un seul meurtre, se sert de ses bouquins pour tuer. Boulette. Voilà, et alors là vous avez une galerie de personnages. Alors vous avez bien sûr la vie privée du gendarme principal, la vie privée donc de l'auteur, vous avez la vie privée des habitants, chacun, vous avez tout un panel de personnages plus vrai que nature. Entre ceux qui en ont rien à faire, ceux qui sont fans de l'auteur, ceux qui se foutent, mais alors comme de l'an 40, ceux qui ne veulent surtout pas qu'on les emmerde, ceux qui cherchent les emmerdes, voilà, et il y a toute cette ambiance, en plus ça se passe, la nuit tombe très très tôt, il y a toujours quelque chose qui se passe et chacun a ses problèmes. Le gendarme est en couple avec le médecin légiste, mais ils n'osent pas dire qu'ils sont en couple parce que comme c'est deux hommes dans ce coin un peu reculé, ils n'ont pas envie d'être emmerdés tout le temps. L'autre, il a un problème à régler avec sa mère qui n'est plus et il se demande bien pourquoi quand il arrive le moine est quick et que les autres ne savent pas pourquoi il les a appelés. Il y a tout un truc d'étrangeté, mais il y a de l'humour. Le personnage du romancier donc, est joué par Jean-Paul Rouve et l'autre, le gendarme, par Guillaume Bouix. Ils sont tous les deux, il fait des blagounettes mais qui tombent à plat, qui sont même pas drôles. Et donc tout le monde est là. Et lui, il a, mais c'était de l'humour et tout. Alors, tu vous dites, putain, s'il écrit des romans comme ça, le mec, c'est une calamité. Mais il a ses fans qui rencontrent, qui lui viennent lui serrer la pince, etc. Mais honnêtement, c'est une série, mais exceptionnelle. Vraiment. Il y a du suspense, il y a un côté thriller, il y a un côté Fargo. Voilà, c'est un Fargo dans le Jura, si vous voulez, en gros. Si vous connaissez Fargo, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait les frères Cohen qui avaient débarqué dans le Jura et qui s'étaient dit bon, on va prendre un truc là au hasard et on va faire un truc. Mais grandiose, voilà. Il y a tout ce qu'il faut dans cette série. Il y a du premier degré, du deuxième, du troisième, du cinquième. Il faut y aller en ne le prenant pas au pied de la lettre, hein, voilà. N'allez pas voir cette série comme si c'était une vraie série policière parfaite, cadrée, etc. Il y a des petits trucs qui sont pas surnaturels, mais à un moment donné, on se retrouve avec un chaman. Enfin, voilà, il y a des trucs, mais vraiment. Alors, la fin est absolument magnifique. Moi, j'adore la fin. Mais vraiment, j'ai trouvé ça trop choupiné. Le serial killer est bien barré, bien barré. Il y a des scènes un peu crues, mais crues en fait, il y a des scènes qui sont entre le cru et un peu sanglant, mais qui sont justifiées et justifiables dans l'histoire. Quelquefois, vous savez, vous avez des scènes vous savez pas pourquoi on les met là. Je sais pas si vous avez écouté mon podcast. Je sais pas si j'en ai parlé le mois dernier. Non, c'est ce mois-ci, donc je le dirai dans le podcast. Mais par exemple, il y a une série française que j'ai vue sur Canal+ qui s'appelle 66-5. La scène d'ouverture est une scène de cul qui n'est absolument pas justifiée. Voilà, c'est juste parce que elle est jolie, la dame, très très belle actrice, parfaite sous toutes les coutures, d'ailleurs on la voit sur toutes les coutures, mais elle n'est pas justifiée. Et encore moins justifiable à un moment donné, donc on se dit, voilà, donc quelquefois c'est gratos, là c'est pas gratos, il n'y a rien de gratos. Donc allez voir Polar Park sur Arte, en plus sur Arte, hein, donc vous n'avez pas de redevance à payer ou d'abonnement à payer, mais franchement vous allez passer, mais des soirées fantastiques avec cette galerie de personnages. Ils sont un peu complètement des fois décalés, loufoques, etc. Mais j'ai adoré. Il faut pas... il y avait, je crois que ça s'appelait Poum Poum Pidou.
le film, il y a quelques années, je l'avais vu. Alors c'est tiré de ce film-là, mais alors si vous y allez, que vous n'avez pas vu le film, ne vous inquiétez pas, vous ne loupez rien. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quelque chose que vous pourriez dire, j'ai pas compris, parce que, ah, il fallait voir le film, non. Voilà, c'est pas un tome 1, voilà. Donc ça, c'était les séries. On va passer donc au documentaire. Alors, documentaire, le premier documentaire, c'est une série de 3 documentaires. Et là, tu fais 6, Lisa, c'est bien. 3 documentaires qui s'appellent La bataille du Chili. En fait, qui ont été réalisés en 75, 76, 78, 19, 18, 19, 19 par Patricio Guzman. Qui était chilien, qui s'est fait d'ailleurs au milieu de sa première, son premier documentaire, a été arrêté, torturé et il s'est exilé en France. Seuls sont restés son ingé son, je crois, et son directeur de photo qui d'ailleurs va être arrêté, torturé et on ne le retrouvera jamais. Il a dû finir malheureusement au fond de l'océan comme beaucoup de Chiliens qui avaient été torturés à ce moment-là. Si vous ne connaissez pas l'histoire du Chili, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'insurrection, de la bourgeoisie, si vous ne connaissez pas la révolte ouvrière des années 70-73 qui a vu la chute de Salvador Allende, qui était un président socialiste mais qui gênait beaucoup le grand voisin américain que sont les États-Unis, qui a décidé de se mêler avec la CIA, de pouvoir éventuellement renverser le pouvoir et donc prendre d'assaut la Moneda, qui est le palais présidentiel de Santiago, enfin du Chili. Donc ils ne se sont pas gênés pour aller faire un coup d'État, aider au coup d'État. Donc voilà, il y a ces 3 documentaires qui sont quand même assez longs à chaque fois, qui font à peu près... je sais pas, 1h30 à peu près à chaque fois, hein, donc si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse l'histoire du Chili, allez-y, moi j'adore ce pays. Vraiment, je m'y suis intéressée dans les années, années 80 parce que j'avais un prof qui était chilien, d'espagnol. Et donc il nous a raconté son pays, et moi j'ai été vraiment révolutionnée, puis j'ai eu des correspondantes qui sont devenues des amies. Et vraiment c'est un pays, la bouffe est bonne, c'est sublime ici. Vraiment, il y a des coins, mais vous arrivez, vous êtes là. C'est beau ici. Voilà, et il y a les Andes, vous retournez, hop, vous avez les Andes derrière, vous faites, oh, c'est beau, mais il y a la mer là, oh, c'est beau aussi. Voilà, tout est beau. La bouffe est beau, les gens sont gentils. Alors bon, il y a des travers comme partout, on est bien d'accord, mais c'est bigarré, c'est une population qui est bigarrée, hein, qui est entre les natives, on va dire, du Chili, d'Amérique du Sud, les immigrations successives qui se sont mêlées. C'est assez impressionnant la population. Voilà, c'est vraiment une population très bigarrée, mais qui est attachée à son pays et qui a énormément souffert sous la dictature de Pinochet et qui s'en est sorti, mais avec beaucoup de problèmes. Voilà, c'est vraiment une histoire assez. Ça fait comprendre la géopolitique et surtout ça fait comprendre que pendant pratiquement 2-3 décennies, certains pays, grands pays, soi-disant démocratiques, ont décidé de renverser des gouvernements, alors pas qu'au Chili, ailleurs aussi, pour leur bien, et donc ont foutu un gros bordel mondial que nous payons désormais. Voilà, merci. Voilà, donc c'est vraiment des très beaux documentaires. C'est des documentaires qui sont au plus près de la population à chaque fois parce qu'il avait filmé au plus près Guzman et moi je les avais vus donc en classe d'espagnol et j'avais trouvé ça assez fabuleux mais je ne les retrouvais pas. Et là Arte a fait un cycle, la bataille du Chili, et j'ai trouvé ça mais encore plus fort que quand je les avais vus à l'époque. Alors peut-être parce que j'ai le recul, que je connais, que j'ai vu le pays et que mes amis m'ont raconté leur vie, etc. Alors c'est des gens qui ont
qui sont... Non, il y en a une qui est un peu plus jeune que moi, mais à peu près, quoi, qui ont entre 40 et 50 ans. Et donc, ils ont vécu la dictature de Pinochet de plein pied, parce qu'ils sont nés sous la dictature, ils ne l'ont pas connue avant, ou pas du tout, enfin, ou alors bébé, donc ils ne se rappellent pas. Et donc, ils ont vu l'évolution de leur pays par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on comprend par rapport à ce pays qui est tout en long, qui est coincé entre les Andes et l'océan Pacifique, et qui du nord au sud a des paysages, une végétation et de la bouffe complètement différente. Mais c'est assez incroyable. Voilà. Mais c'est un très très beau pays auquel je tiens beaucoup. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur Arte pour aller voir Polar Park, vous bifurquez vers les documentaires et vous allez voir la bataille du Chili. Il y en a 3. Donc vous prenez la période qui vous intéresse le plus. Donc si c'est plus la révolte et l'insurrection de la bourgeoisie, vous allez sur celui-là. Si vous voulez plus le mouvement ouvrier, le début de la dictature et l'attaque de la Moneda, c'est sur le 2. Et ensuite l'installation de Pinochet et malheureusement tout ce qui en a découlé juste derrière. Donc voilà. Deuxième documentaire, parce qu'on va dire que les 3 documentaires du Chili sont une seule entité. Le documentaire que j'ai vu, en fait c'est un documentaire que j'ai vu sur Apple Télé. J'y suis allée parce que c'est un acteur, donc je parle de Michael J. Fox, qui fait partie de ces acteurs qui sont des genres de... Alors mythes c'est un peu gros, mais qui sont des incontournables de ma génération. C'est-à-dire que toute ma génération, on a grandi avec Michael J. Fox, que ça soit ses premiers pas en télé, que Retour vers le futur, que c'est le sublime, et je vous invite à voir ce sublime film Outrage de Palma, qui est vraiment un des plus beaux films et plus durs films sur le Vietnam. Il n'y a pas de scène de guerre comme dans Platoon ou Apocalypse Now, enfin très très peu, mais c'est plus les ravages qu'ont fait certains soldats au niveau des habitantes. Voilà. Et le fait qu'il y en a certains qui n'avaient aucune morale et qui lâchaient tout, et certains qui décidaient de ne pas lâcher et de garder, on va dire, un minimum d'humanité. Voilà. Et Michael J. Fox est absolument fantastique face à Sean Penn, d'ailleurs, qui est terrorisant dans ce film-là. Donc après Spin City, etc. Donc si vous avez grandi comme moi avec lui, le fait qu'à presque 30 ans, il a découvert qu'il était atteint de Parkinson. Quand j'ai vu le documentaire et que c'était son documentaire et qu'il était face cam et qu'il racontait sa vie et qu'il racontait les ravages de Parkinson, comment il luttait depuis le temps, comment il luttait désormais maintenant au quotidien parce qu'il est quand même bien affaibli, je l'ai trouvé... J'ai trouvé ce documentaire touchant. Bon, ça, vous me direz, c'est normal. On est bien d'accord, c'est normal. Mais je l'ai trouvé avec une force de caractère incroyable. Et ça s'explique parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu baisser les bras quand il était jeune. Il aimait bien. Il était toujours à 100 000 volts. Et en fait, malgré le fait que Parkinson l'ait ralenti, dans sa tête, il est à 100 000. Donc il se rend pas compte. Enfin, il se rend compte d'une certaine façon, mais son tempérament inné le pousse à vouloir toujours aller plus vite et son corps ne suit plus. Mais lui, il s'en fout. En fait, il veut continuer et il ne se laisse pas abattre. On va dire que là, quand vous voyez ce documentaire, vous vous dites que au final, l'amour est une force assez incroyable parce que sa femme aurait pu partir et d'ailleurs, il lui a demandé. Quand il a vu que ça allait se dégrader, il a dit mais tu es libre de partir, tu es jeune, belle, tu vas pas rester avec un mec qui va pas. Et en fait, non, ils sont amoureux l'un de l'autre, ils ont des enfants. Et donc elle a dit hors de question. Alors il y a beaucoup d'humour entre les deux. Elle le pique très régulièrement et il la pique pareil. Ils se font des petites vannes, etc. Et donc il a un recul sur lui-même vraiment. Vous vous dites
chapeau bas, monsieur, hein, parce que franchement, bon, il faut arriver à affronter, enfin, quand vous avez 29 ans, que vous apprenez que vous êtes atteinte par Parkinson et que vous êtes une des plus grosses stars, et que vous savez qu'à terme, plus ou moins tôt, vous allez vous retrouver à pas pouvoir vous laver vous-même ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très compliqué. Voilà, mais même avec ses enfants maintenant qui sont grands, il y a quand même une relation d'amour, mais il ne l'épargne pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a pitié, il n'y en a aucun qui le regarde euh, avec de la tristesse, etc. Il tombe, il se moque de lui. Voilà. Donc, et lui se moque aussi. Voilà, il a un recul. Alors quelquefois on voit sur son visage ou dans ses yeux que tout ça le touche plus que ce qu'il n'ose le dire. Mais franchement, c'est un très 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 beau documentaire. Et je pense que c'est un documentaire qu'il faudrait montrer aussi aux gens qui sont atteints de Parkinson. Pour leur montrer que... alors, pas tout le monde peut avoir la force de caractère de Michael J. Fox, on est bien d'accord, ni les moyens. Il le dit d'ailleurs, il a les moyens financiers d'avoir un kiné tous les jours, tout le temps, machin, d'avoir des gens qui l'aident au quotidien. Donc pas tout le monde peut avoir cette structure-là, mais au point de vue de se dire que au final, si on est entouré, si on compte sur les autres, si les autres nous aident, et si on ne lâche pas, et qu'on décide de dire à la maladie fuck you, eh bien à ce niveau-là, on sait que ça va être dégénératif, mais et qu'on le prend au deuxième degré, on arrive à se sortir de pas mal de situations. Et j'ai trouvé que c'était un très très beau documentaire. Ça s'appelle Still, donc calme, enfin posé. En anglais, ça veut dire aussi encore, hein, style, machin. Enfin bon, bref, là c'est dans le sens au repos, style, chose qu'il ne sait pas faire, hein, voilà. Mais j'ai trouvé touchant. Il a toujours été touchant, Michael J. Fox, même quand il était tout jeune. C'était quelqu'un, vous savez, c'est le genre, vous avez juste envie de lui taper sur l'épaule en disant « Hey mec, on va boire un coup !» Voilà, donc c'est un très joli documentaire, mais vraiment très 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 beau. Donc j'ai passé un très bon moment avec monsieur Michael J. Fox et je lui souhaite que sa vie soit très 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 longue. Voilà, il fait partie des gens qui, le jour où il va mourir, ça va me toucher. C'est un peu comme Robin Williams, etc. Il y a des gens comme ça qui ont marqué votre vie, vous les connaissez pas, mais ils font partie de votre vie, de vos souvenirs. Et donc forcément il y a des gens comme ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont été très touchés par la mort de Matthew Perry de Friends. Moi perso, bon, ça m'a fait de la peine pour lui. Voilà, parce que après vous savez, comme on dit souvent, ah oui les pauvres ils restent. Bah oui, mais enfin nous on vit, ceux qui restent ils vivent, hein, donc ils sont pas morts. Les plus malheureux c'est ceux qui meurent, pas ceux qui restent, parce que les autres, même si on est malheureux et que ça on traîne, bon ben on est toujours là. Alors, mais j'ai jamais été fan de Friends, donc ça m'a pas touché plus que ça. Mais c'était malheureux pour lui parce qu'il était jeune et que, enfin en tous les cas pas trop vieux, et que visiblement il avait l'air d'avoir des gros problèmes depuis des années, et il n'avait pas l'air de s'en sortir facilement, donc c'était surtout ça. Donc c'est vrai que les gens, moi j'ai vu passer des posts, même des gens que je connaissais qui m'ont dit oh là là, ça m'a fait, j'en ai pleuré parce que c'était quelqu'un qui était important pour moi, j'ai suivi tous les trucs de Friends et je me suis dit bah ouais, moi aussi j'ai des idoles comme ça. Voilà, donc Michael J. Fox fait partie de ces idoles là. Voilà, c'est pas mon meilleur acte, c'est pas mon acteur préféré, mais il est dans le film, un des 10 films les plus merveilleux que j'ai vu de ma vie. Donc honnêtement, jusqu'à la fin de ma vie, Michael J. Fox restera ce soldat qui tient tête dans Outrage. Et franchement, rien que pour ce rôle-là, waouh. Voilà. Et donc, on finit donc les favoris, les programmes culturels de Lisa, juste en vous montrant mon prochain bébé. Oui, mon prochain bébé. Because, ben oui, c'était en février, je sais pas. C'est en novembre que je l'ai reçu, donc il fait partie des favoris de novembre. Il sort l'année prochaine, le 2 février en 2024. J'étais en train de me demander l'année, moi. Alors, ça s'améliore pas, Lisa, ça s'améliore pas. Donc, je vous montre juste la couverture. Voilà. C'est un cold case, donc c'est ce qu'on appelle un policier cold case. Ça s'appelle donc Under the Blue Sky. Voilà.
Donc si vous êtes intéressé de savoir pourquoi il y a la couverture qui est comme ça, je vous renvoie au live que j'ai fait la semaine dernière ou à la genèse qui sortira au mois de janvier où j'expliquerai exactement pourquoi, comment, etc. Donc voilà, je suis contente. C'est mon 16e. Alors normalement, en vérité, c'est mon 17e. Mais comme il y en a un, c'est un recueil de nouvelles et que j'étais parmi les gens qui avaient fait des nouvelles, je dis toujours que celui-là, il compte comme un demi. Voilà, donc je le compte jamais. Donc ça sera mon 16e ouvrage. Et donc je suis très contente du petit. Voilà, et c'est vraiment mon premier roman. Ah oui, il faut que je spécifie, c'est le premier. C'est-à-dire que je l'ai écrit en 1993 sous forme de scénario. Il a gagné un prix en 97 comme scénario, mais après, très vite, je l'ai balancé en roman. Et donc, il est vieux, hein, il a 30 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment le premier de Lisa. Donc, comme je le dis au début, soyez indulgents. Soyez très indulgents et surtout... soyez bienveillants parce que c'est le premier, donc il y a forcément des choses qui n'iront au premier roman, hein, des petits trucs qui n'iront peut-être pas ou qui vous trouverez un peu simplistes ou j'en sais rien. Mais voilà, c'est le bébé quoi. Et j'ai longuement hésité à vous le montrer celui-là, il est resté longtemps, donc 30 ans dans un tiroir. Mais voilà, sous la pression de 2 personnes, j'ai décidé de le sortir, donc vous avez beaucoup de chance. Dit la fille qui l'a écrit. Ah, voilà, ça va, je fais ce que je peux. Si vous saviez. C'est pas tous les jours facile hein, d'être Lisa. D'ailleurs, je tiens à remercier meilleure amie donc, qui a le même t-shirt qui s'appelle donc Carole. Because sans Carole, on va dire qu'il ne serait pas ressorti des tiroirs. Parce qu'elle fait partie des 2 personnes hein, qui m'ont gueulé dessus depuis des années. Et oui, voilà. Donc ça, c'était le programme culturel de novembre. J'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo? Ah, ça... Alors, non, la prochaine vidéo, c'est vraisemblablement la pile à lire de décembre. Il y aura encore les citrouillettes. Et ensuite, il y aura le point lecture de novembre qui s'achemine à être The Black November de la grosse loose. Parce que il me reste donc un bouquin à lire. Enfin, la moitié du bouquin, parce que voilà. Sur donc 4 livres, parce que j'en avais que 4 ce mois-ci, sachant que j'avais d'autres choses à faire. Vraiment, d'autres choses à faire beaucoup. J'avais pas vraiment beaucoup de temps. Et c'est déjà pas mal que j'ai lu ces 4-là, parce que le premier fait quand même 1200 pages, hein, donc les autres tournent autour de 400 à 500. Enfin, entre 400 et 500, donc on va dire que c'est quand même pas mal. À part le premier, donc de la première semaine, qui est vraiment très bon. Les 2 autres ont été des catastrophes. Enfin, catastrophes. 2 gros bofs. Et celui que je suis en train de lire, ça s'achemine pour être un autre 3e bof. Je vous dis, ça va être... c'est le Black November de la loose. Hein. Voilà, mais vraiment, alors lui, depuis 7 ans, j'avais pas eu de la loose comme ça, mais là, je l'ai bien eu, la loose, hein, voilà. Je sais pas si c'est les rubriques, je sais pas si c'est moi, je pense que c'est moi aussi, mais franchement, voilà, les 3 là, et alors, parmi les 3, en plus, il y en a 2 qui ont été encensés partout, et moi, je me suis fait... Voilà, donc vous verrez bien le point lecture. Et donc après débarquent les vlogmas. Le premier c'est donc, ça doit être le 5 ou le 6, c'est tous les mercredis matin. Donc vous aurez un vlogmas. Voilà. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que je vais mettre dans les vlogmas, eh bien vous aviez qu'à être là au live la semaine dernière. Je l'ai expliqué. Allez, ciao. À la semaine prochaine. Donc pour la pile à lire de décembre, vous allez voir, il y a de tout. Il y a de tout. Mais alors de tout et de toutes les temporalités. Ah, j'y suis allée sur une échelle de temps assez large, vous allez voir. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Au revoir. Moi et mes citrouilles, on vous salue. J'ai des citrouilles sur la tête aussi. Ah, je vous ai dit, tout le mois de octobre et novembre, j'ai les citrouilles. Après, je passe au rallye.
ça va pas mieux. Ah ouais, puis là, ma boule de Noël arrive, hein, donc ça ira pas mieux, hein, ça va pas aller à 5000 euros. Ah, les vieux, c'est plus ce que c'était.